quoi? Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvel épisode de Ça discute avec, et je suis particulièrement content parce qu'on va parler littérature avec mon invité du jour, Radu Stoenescu. Et cher ami, avant toute forme de débat, comment allez-vous? Bonjour Rémi, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là et de pouvoir discuter de certains livres qui me tiennent à cœur. Tout le plaisir est pour nous aujourd'hui. Alors, pour vous présenter, vous allez nous en dire davantage évidemment, vous êtes le cofondateur de la maison d'édition Carmin Édition et vous nous proposez de bien jolis textes sur lesquels on va revenir aujourd'hui évidemment. Et avant toute chose, c'est à vous, vous êtes le meilleur pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel, hein? Vous avez fait des études de philosophie, donc philosophe de formation, et qu'est-ce qui vous a mené précisément à cette aventure de l'édition et la cofondation de cette maison d'édition Carmin Édition? Oui, alors, avant tout, je suis animé par la recherche de la vérité pour une raison toute simple, c'est que je suis né au siècle dernier du temps du socialisme bien réel, c'est-à-dire dans la Roumanie communiste de Ceausescu, et que ça, c'est un élément majeur pour comprendre mon parcours intellectuel et mes intérêts, surtout à la fois intellectuels et politiques, philosophiques. Et puis, il y a quelques années, il y a 3 ans, plus précisément, avec mon acolyte qui va dans le monde par le surnom de Mos Maiorum, donc il y a une chaîne YouTube avec ce nom, puisque lui, il souhaite un peu garder l'anonymat. Donc, on a fondé cette maison d'édition, les éditions Carmin, pour proposer des textes qui, premièrement, nourrissaient le débat actuel, le débat politique et intellectuel en cours, notamment autour des questions d'autonomie, de la souveraineté, de la liberté individuelle, et des textes qui sont un petit peu en dessous du radar, premièrement qui n'étaient pas accessibles au début. Donc on a commencé par L'homme du ressentiment. On a fait 3 livres pour le moment. L'homme du ressentiment de Max Scheler, Orthodoxie de Chesterton, et puis le dernier en date, Vous ne posséderez rien, L'état servile d'Hilaire Belloc. Donc nous en sommes au 3e ouvrage et on en a encore 2 en route déjà. Je viens d'achever d'ailleurs la traduction du premier des 2. Et donc nous avons décidé de commencer par L'homme du ressentiment, et je crois que le sujet va vous intéresser, étant donné que derrière vous, il y a un poster qui présente un certain moustachu qu'on ne présentera plus, parce que justement, un petit peu, ça part un petit peu d'un micro-énervement personnel, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre donc d'influenceurs, de penseurs, plus ou moins de droite, plus ou moins radicales, qui parlent de Nietzsche comme si ça venait de sortir du four, comme si c'était la dernière pensée, voilà, ça venait d'être imprimé avant-hier, alors que ça a quand même un petit goût, ça a quand même 150 ans d'âge pour certains de ces textes, et que, entre-temps, on a un petit peu pu en faire aussi la critique. Donc voilà, ça partait d'un certain micro-agacement personnel, parce que dans une certaine droitosphère, ou même au-delà de ça, d'ailleurs, non, Nietzsche, c'est quelque chose, on a même mon frère qui a pu se déclarer, un Nietzschéen de gauche, qui serait, un cercle carré, donc ça partait d'un agacement, vis-à-vis d'un certain culte. Alors, c'est un immense penseur, Nietzsche, mais je trouvais que c'était un peu non critique pour le coup, pour quelqu'un qui voulait philosopher à coups de marteau. On se prosternait un petit peu vite devant chacune de ses phrases. Et donc, on a décidé de faire le premier livre qui était à l'époque introuvable, donc L'homme du ressentiment, qui donc est un ouvrage de Max Scheler, qui est lui, par contre, un philosophe majeur et pas oublié non plus sauf en France, il est toujours très connu dans le monde italien, anglo-saxon et espagnol, hispanophone. Mais en France, il est un peu passé à la trappe, surtout à cause, ou plutôt à cause, du fameux couple, des couples de Ceausescu des lettres françaises, à savoir Sartre-Beauvoir. Et voilà. Donc, ça c'était donc la maison d'édition a commencé par ça. C'est parti un peu d'un agacement, un agacement conjoint de Mos Maiorum et de moi-même, devant un petit peu l'engouement pour Nietzsche, un peu non critique, et surtout parce que ça véhiculait une vision un peu, je trouvais un peu biaisée de ce que devait être un homme, en fait. Moi, ça part de là, parce que
bon, nos auditeurs, vos auditeurs iront peut-être écouter les vidéos. À mon avis, certains d'entre eux le connaissent déjà, les vidéos de Mos Maiorum, bon, qui sont axées sur la critique d'un certain féminisme, sans vouloir promouvoir non plus un virilisme outrancier, en fait. Et moi, ce qui m'agaçait, bon, pour dire très vite, c'est qu'il y a des gens qui promeuvent une idée que l'homme est forcément doit être un être cruel s'il veut être vraiment un homme. Bon, c'est cet aspect de cruauté, d'ailleurs, et je pense que certains de nos auditeurs reconnaîtront de qui je veux parler en particulier, mais je ne veux pas donner de nom. Mais il y a quand même des gens qui mettent en avant la cruauté comme étant la principale vertu de l'homme, et ça me paraît extrêmement choquant pour moi, qui est une sorte de formation classique. Je veux dire, vous dites ça à un adepte, enfin, à Aristote, un Platon, la cruauté, non, ça me paraît, enfin voilà. Donc c'est parti de cet agacement-là, parce que, bon, Nietzsche, on peut le tirer dans plein de directions, étant donné que c'est un penseur qui n'hésite pas à se contredire, donc on peut y faire un petit peu son marché, et malheureusement, on peut le tirer dans plein de directions, mais il en reste que ça limite, à mon avis, les aspirations personnelles, spirituelles, surtout des jeunes hommes qui souhaitent se structurer aujourd'hui. Je ne pense pas que Nietzsche soit la meilleure école pour devenir un homme accompli. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti de là. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, ce lien passé-présent entre les textes que vous publiez, même le travail de Nietzsche aujourd'hui, et les échos qu'ils peuvent trouver aujourd'hui, tout ça, cette résonance, elle est au cœur des ouvrages que vous éditez. C'est pour ça que je suis heureux de vous interviewer et d'échanger avec vous aujourd'hui, parce qu'on va parler, par exemple, du World Economic Forum. Pourtant, on part d'un texte écrit en 1912. Enfin, voilà, oui. Chers spectateurs, on va vraiment faire des voyages entre passé et présent, et c'est au cœur, hein, j'ai l'impression vraiment de votre travail d'édition. Alors, vous nous donnez des éléments sur votre parcours, vous l'avez dit, hein, les 3 premiers livres qui ont déjà été publiés. Le dernier, je l'ai entre mes mains, c'est celui-ci. Hein. Là, vous ne posséderez rien, l'État servile d'Hilaire Belloc. Alors là, forcément, cette phrase doit faire écho à beaucoup de nos spectateurs. Alors, avant d'en venir à cette actualité en lien avec vos ouvrages, comment se fait le choix des livres que vous rééditez aujourd'hui, que vous republiez dans des traductions originales, comme vous l'avez dit? Comment se fait ce choix-là? Est-ce qu'il y a une forme d'évidence de textes qui vous suivent depuis des années, où vous vous êtes dit on va leur donner une nouvelle jeunesse, ou un hasard? Comment ça se passe, le métier d'éditeur? Alors là, oui, vaste question. Non, enfin, voilà, le premier, il a commencé par cet agacement. Le dernier, en effet, vient à la suite d'un heureux hasard. Hasard déclenché par le deuxième qui est celui-ci, qui est Orthodoxie de Chesterton, qui n'est pas une réédition, qui est véritablement une nouvelle traduction que j'ai faite. Il se trouve que je parle un certain nombre de langues étrangères, et puis Orthodoxie, c'est un texte que j'aime beaucoup, qui m'avait déjà beaucoup inspiré, notamment aussi dans dans mon inclination un petit peu anti-nietzschéenne, et je trouvais qu'il n'avait pas été très bien servi par les précédents traducteurs. Donc, je me suis permis de refaire une traduction de ce texte en l'accompagnant aussi d'un appareil critique très conséquent et d'un dossier annexe pour véritablement en montrer l'intérêt aujourd'hui. Et puis, en travaillant sur Orthodoxie, je suis tombé sur cette pépite qui est vraiment sur ce texte prophétique que vous avez entre les mains, qui est véritablement, comme vous l'avez dit, enfin, en tout cas, ça pourrait avoir été écrit il y a 3 semaines. Ça parle de l'actualité la plus brûlante, des manifestations des paysans. Ça parle exactement de ce qui se passe en ce moment avec les tentatives de déposséder les petits propriétaires. Donc, il y a véritablement eu une rencontre, un coup de foudre, oui, parce que il se trouve que Belloc, donc cet auteur français en fait d'origine, est totalement méconnu dans son pays d'origine. C'était un grand écrivain de l'époque qu'on appelle édouardienne en Angleterre. Édouardienne, c'est-à-dire la belle époque, on dirait en France, en fait, ce qu'on appelle l'époque édouardienne. Et il a, avec Chesterton, avec Bernard Shaw, pour parler des 2 autres auteurs que peut-être nos auditeurs français connaissent. Et puis, il a développé avec Chesterton un courant économique qui s'appelle le distributisme ou distributivisme. Ça dépend comment on veut. Les deux traductions sont acceptées. Qui me semble
à mon avis, pouvoir rafraîchir un petit peu le débat d'idées qui ont lieu sur votre chaîne, enfin, qui ont lieu dans l'espace public, qu'on essaye de maintenir malgré tout en France, ou en tout cas dans le monde francophone, surtout par rapport au clivage, on va dire, capitalisme-communisme. Donc ça, c'est, je pense que je suis très curieux d'avoir votre réaction parce que je vous ai écouté moi aussi dans un podcast où vous parliez de vos deux influences, Nietzsche et Marx, etc. Et vous aviez du mal à trouver votre place entre marxisme, enfin, entre Absolument. capitalisme et marxisme. Et peut-être que ce livre vous a donné quelques pistes. Ah mais alors, absolument, pour la petite parenthèse et vous répondre sur ça, il est vrai, et je le dis souvent hein, aux spectateurs, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, que je sais que j'ai une pensée absolument pas finie, et qu'il y a beaucoup de choses que je tenais pour presque certaines intellectuellement qui évoluent énormément, et en l'espace de 3 semaines, j'ai lu donc cet ouvrage, effectivement, qui a remis en perspective beaucoup de choses concernant Nietzsche. J'ai aussi lu, et il est dans la pile, le travail de Mehdi Belhaj-Kassem sur un bouquin qui s'appelle Nietzsche et la psychose occidentale, où effectivement il va encore très très fort sur ça. Et je me suis dit, est-ce que finalement j'ai pas apprécié Nietzsche comme on apprécie Justin Bieber, en se disant bon, c'est sympa, mais faut creuser un petit peu. Alors bien sûr, c'est pour le bon mot, hein, mais il y a vraiment une évolution avec ces quelques ouvrages où je me dis tiens, il faudrait peut-être un peu déboulonner certaines statues, hein, ça à la mode, et repenser certains éléments. Et sur Nietzsche, c'est vraiment ça. À l'inverse, je travaille de plus en plus les lectures de Marx en ce moment, en parallèle avec les lectures d'un Jean-Claude Michéa, par exemple. Et donc, je sens bien qu'il se passe des choses où le puzzle n'est pas du tout en place, mais c'est assez vivifiant, finalement, de se dire, tiens, on avance, et je découvre des choses. C'est quand même, bon, moi je pense que moi j'ai quand même un grand respect intellectuel pour Marx, quoi qu'on dise d'autres, enfin, mais je pense que c'était quand même un très bon écrivain et un immense travailleur, au sens intellectuel, et il couvre beaucoup de choses, enfin, et il donne beaucoup d'éléments, enfin, il donne à penser en tout cas. Et moi dans mon histoire personnelle, oui, enfin, comme je dis, j'ai eu la chance ou le malheur de connaître le temps de gloire du socialisme réel et les pénuries et les queues d'approvisionnement et de rationnement donc dans la République socialiste de Roumanie. Et ça, c'était le début de mon étonnement philosophique, justement, d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles mes parents ont quitté mon pays natal. Et pour moi, c'était une déchirure personnelle. Mais c'était forcément la suite d'une tentative d'instaurer ce paradis terrestre. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a, depuis mon enfance, j'ai essayé de comprendre pourquoi, où ça avait raté, en fait, dans la mise en place, si on peut dire, dans l'application. Et donc, ça, c'est mon cheminement intellectuel a commencé par là, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, ça a commencé par la découverte de Debord en France et que j'ai traduit en roumain à un moment donné. J'ai traduit la Société du spectacle, aussi bien que les commentaires à la Société du spectacle ensuite, que j'avais fait que j'avais édité à l'époque sous la forme d'un seul livre en roumain. Et donc mon cheminement a commencé par là. Donc pourquoi Marx, et ça c'est ce qui m'inspire depuis toujours. Comment les bonnes intentions finalement peuvent mener en enfer, comme on dit. Enfin, c'est un peu en politique particulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui stimule ma pensée depuis toujours. Comment, on veut être de bonne volonté, et puis comment est-ce que ça déraille? À partir de quand ça déraille? Pourquoi ça déraille? Là, il y a un sociologue américain qui s'appelle Merton qui avait élaboré qui a élaboré l'idée de prophétie autoréalisatrice. On connaît cette idée des prophéties autoréalisatrices, mais on connaît moins qu'il a aussi travaillé sur la loi des conséquences involontaires. Il a aussi réfléchi sur pourquoi les gens se proposent d'aller dans telle direction, surtout en politique, et puis en fait, ils sont arrivés totalement dans le décor. Et ça, c'est l'étonnement fondamental qui m'anime, on peut dire ça, c'est l'étonnement philosophique qui m'anime depuis toujours. Comment le bien est falsifié, on peut dire ça. Pour reprendre un thème d'un penseur que j'aime beaucoup, qui est Alain Besançon, la falsification du bien. À partir de quand, des bonnes volontés, des gens et aussi même des gens de bonne volonté sont entraînés à faire parfois le pire au nom d'idéologies grandioses. Mais comment on fait pour garder quand même la volonté de faire
en sachant que ça peut mal tourner. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'aime pas non plus la posture, on va dire, cynique ou schopenhauerienne qui va dire, bon, mais en fait, non, faut s'extraire du vouloir vivre, il faut échapper aux illusions, allez, on va s'occuper de notre jardin, enfin, voilà, ce genre de... Non, enfin, comment on garde, moi je pense comment on garde un enthousiasme raisonné, comment on reste lucide et heureux, un peu, c'est un peu ça. C'est comme, moi je pense que la lucidité ne doit pas aller contre la joie de vivre. Et la joie de vivre ne doit pas être synonyme de naïveté. En fait. C'est un peu, voilà, c'est une sorte de ligne de crête que j'essaye de tenir. J'essaye de trouver des auteurs, pour le coup, qui m'aident à garder cette ligne de crête, qui sont comme des bâtons qui m'aident à avancer sur cette ligne de crête, avec cette même exigence de rester à la fois, oui, de rester lucide, mais que cette lucidité-là ne devienne pas une synonyme de, voilà, de nihilisme, pour le coup, enfin, pour reprendre le mot de Nietzsche. Mais est-ce que sur cette réflexion-là, effectivement, on n'a pas quelques matières à aller chercher du côté du travail d'Hannah Arendt, par exemple, avec le fait finalement de faire le mal sans même le savoir parfois, avec la notion de banalité du mal? Oui. Arendt était enfin, c'est un des auteurs que j'apprécie, que j'ai le plus étudié aussi d'ailleurs à l'université. C'est parmi mes références intellectuelles. Je pense pas que l'analyse, je souscris pas jusqu'au bout à son analyse de la banalité du mal, parce que je pense que si les gens savent très bien ce que c'est que faire le mal en fait, et que ils se défaussent, et en l'occurrence Eichmann, il se défaussait sur une compréhension d'Emmanuel Kant. C'est très drôle quand Eichmann a invoqué Emmanuel Kant pour se justifier, hein, pour dire bah non, j'obéissais à la loi, donc j'étais moral en fait. Donc oui. Bon, je pense que les gens savent toujours quand ils font le mal, mais avec l'homme du ressentiment, justement, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il existe une occultation plus ou moins voulue de cette conscience. L'homme du ressentiment. Parce que le livre, donc le premier livre qu'on a fait, qui reprend la thématique fondamentale de Nietzsche, qu'est-ce que c'est que la morale du ressentiment, et qui l'analyse extrêmement bien. Il y a vraiment une partie qui va dans le sens de Nietzsche. Tiens, qu'est-ce que c'est que s'intoxiquer l'esprit? Qu'est-ce que c'est que renverser les valeurs? Qu'est-ce que c'est que de mettre à la place de la véritable santé la mauvaise santé? Qu'est-ce que c'est que enfin, tout ce renversement des valeurs, comment il se produit, et comment les individus, on arrive vraiment à croire que des choses mauvaises sont bonnes, que la faiblesse c'est la force, enfin, et que voilà, que la paresse c'est le travail, enfin comment. Oui, et c'est vrai, aujourd'hui, un regard dans n'importe quel journal, dans n'importe quel quotidien, suffit à comprendre à quel point tout ça est d'actualité, où on glorifie effectivement des états de faiblesse, alors que ce soit bon, dans la religion catholique, certes c'est une chose, mais même dans notre société, où il y a cette notion d'inversion complète des valeurs, et que les gens voient au quotidien. C'était par exemple Sandrine Rousseau qui évoquait à un moment donné, au moment, je crois que c'était autour des débats sur la réforme des retraites, c'était l'oisiveté. Je ne sais plus comment elle avait formulé ça, mais elle justifiait son combat contre la réforme des retraites en disant que l'oisiveté finalement était une bonne chose et un objectif à viser, et que le travail en tant que tel était négatif en soi, et on voit ça de manière assez permanente, et c'est et terriblement d'actualité. Oui. Bon, mais ça, il y aurait beaucoup à dire. Bon, Sandrine Rousseau, pour moi, c'est un cas pathologique. Moi, je pense que cette dame a besoin de soins intensifs, mais je pense que psychologiquement, enfin, non, là, je suis très sérieux, ça, c'est ma casquette thérapeute, parce que je m'occupe en privé de certaines personnes, et il y a des traits paranoïdes, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui est structurée d'une certaine façon pour, enfin, surtout pour être une machine de guerre et marcher sur des cadavres elle-même, en fait, et pour dominer, en fait, d'une façon impitoyable les autres. En fait. Mais ça, bon, je veux pas. Mais en tout cas, oui, il y a. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, pour revenir sur notre travail chez Karma, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner quelques outils. Alors, comment j'ai fait le tri? Ben oui, dans la masse des choses que j'ai pu lire, je me suis dit, mais tiens, mais ça mérite d'être remis au goût du jour. Ça mérite d'être
connu, plus, je pourrais consacrer 2 mois, 3 mois. Tiens, je vais refaire ce livre. Orthodoxie, c'était un long travail. Et parce que ça m'a nourri moi, et je pense qu'il faut continuer à nourrir des lecteurs de ces grands textes. Et ça a été un peu un heureux hasard de tomber sur l'état servile. Parce que, voilà, pour revenir sur le troisième livre qu'on a fait, donc sur celui-ci, c'était un peu un heureux hasard parce que, comme Belloc était l'ami de Chesterton, je me dis, mais tiens, personne, on ne connaît pas ces textes en France, on les connaît pas du tout. Et ça m'a étonné. Et donc, je suis allé voir, et puis, bon, dans la masse, il y avait, voilà, celui-là se détachait parce que comme c'était le texte fondateur du distributisme, et puis, tiens, mais personne ne l'a fait en France. Et c'est comme ça qu'on a décidé de le ressortir, en fait. Et puis, donc, j'ai travaillé dessus, comme vous avez pu le lire. J'ai fait encore une fois des annexes, des tas de notes pour montrer que le problème qu'il analysait était le nôtre, parce que sinon, voilà, je fais pas un travail d'antiquaire, ça m'intéresse pas. Ok, si ça m'intéresserait dans l'absolu, si j'avais 4 vies, de refaire des éditions sur tous les livres que j'aime. Mais là, c'est non, l'état servile, ça, si vous voulez comprendre ce qui se passe avec les agriculteurs aujourd'hui, eh ben oui, ils peuvent vous permettre de le comprendre. Alors, je suis très content. Houellebecq a un peu annoncé ce livre. Enfin, oui, ceux qui connaissent, qui ont lu Houellebecq, et Houellebecq, qui est un anglophone, il a parlé à 2 reprises. En fait, il en parle. Enfin, il parle une fois dans Soumission. En fait, bon, c'est passé un peu à la trappe, mais certaines personnes l'ont relevé parce que, soi-disant, le nouveau président musulman de la France, il mettait en place le distributisme. Donc ça, c'est la première fois que, à mon avis, certains de nos auditeurs pourraient aller, ça pourrait faire clic. Ah, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et puis, dans Sérotonine, en fait, quand il parle du plan social, en fait, masqué, qui vise à éliminer les agriculteurs. Il y a ces discussions terribles avec, je crois qu'il s'appelle Emmerich, je crois, le personnage, et qui anticipe sur ce que raconte encore une fois Belloc sur la mise en place l'élimination de la propriété privée personnelle, en fait. Parce que c'est là où je suis très heureux d'avoir cette discussion, parce que je me suis dit, ok, en fait, Rémi, il a deux catégories trop larges entre ce que ça veut dire le capitalisme et le communisme, pour le coup. Et il ne voit pas les points communs. Parce que, en fait, je pense que, oui, ce livre, il doit permettre de comprendre que la lutte, à mon avis, aujourd'hui, elle est entre le gigantisme, en fait, et la petite propriété. Et ça, c'est la vraie lutte, même aussi qu'il y avait eu dans les pays communistes, en fait. L'URSS s'est effondrée parce que c'est le gigantisme qui l'a tué, en fait. C'est le gigantisme de toutes ces structures, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la lutte pour la souveraineté, pour l'autonomie personnelle, la dignité individuelle, la liberté individuelle, passe par le maintien d'une capacité à produire soi-même de la richesse, justement. C'est ça, à mon avis, l'accent que met Belloc, et sa nouveauté relative, en tout cas dans les débats d'idées actuels et dans les combats politiques, c'est ça son originalité. Et je pense que c'est une originalité qu'il avait il y a 100 ans et qu'il a toujours. Pour dire, en fait, c'est de dire, on part de l'idéal, quel est l'idéal de vie qu'on aimerait avoir. En fait, c'est de là, c'est la réflexion de Belloc, comme celle de Chesterton, elle ne parle pas elle parle de, bon, qu'est-ce qu'est la vie bonne, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme vie? Et puis Belloc, il dit, oui, la plupart des gens veulent avoir une vie digne, où ils produisent eux-mêmes quelque chose, où ils veulent avoir une maîtrise sur leur destin, mais ils veulent pas spécialement devenir multimilliardaires et devenir des tyrans à leur tour. Mais une vie décente implique une propriété, une maîtrise sur quelque chose, et qui est synonyme de vrai pouvoir concret, en fait. Un pouvoir concret, comme le disait Chesterton, non, les révolutionnaires actuels, ils veulent pas donner aux gens ni une vache, ni un bout de terre, ni une femme, ni réellement quelque chose, parce que ça donne vraiment du pouvoir aux gens. Alors, ils veulent leur donner des droits, des trucs, mais surtout pas des choses vraiment concrètes qui donnent du pouvoir. Et le maintien de ces petites propriétés, le maintien de cette petite, oui, c'est le maintien de la liberté. Si on peut, quelque part, vous et moi, on a un peu de la chance, on peut produire toujours de la richesse
uniquement avec un ordinateur et avec notre cerveau. Mais moi, je pense à tous les gens qui sont dépossédés des capacités réelles de produire quoi que ce soit, à moins d'être employés par quelqu'un. Et ça, c'est la servitude. C'est ça, ce que souligne Belloc, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre être salarié à vie et être esclave, en fait. Il dit, bon, on joue un peu sur les mots, mais le salariat, et c'est pas, d'ailleurs, il y a des gens qui ont aussi développé l'esclave, on parle d'esclavage salarié, mais c'est une thématique qu'il n'est pas le seul à avoir développé, mais qui, lui, il la développe d'une façon plutôt originale et vraiment très frappante, enfin, par rapport à l'actualité et ce qui se passe avec la volonté véritablement mais c'est pas seulement l'actualité française. Quand vous voyez que je lisais pas plus tard, pourquoi aux Pays-Bas, là, aux Pays-Bas, ils voulaient enlever combien, enfin, vous avez vu les news, là, à propos des paysans, aux Pays-Bas, ils voulaient éliminer, je crois que 5000 fermes. Ils avaient décidé comme ça, bam, il y a 5000, il y a un an déjà. Donc là, c'est les Français qui doivent y passer aussi. Ah oui, c'était ça. Ouais, attendez. Non, 53 000 non, 5% des 53 000 exploitations, j'avais vu ça. Et 3 000 fermes, 3 000 fermes en très peu de temps. Bam, comme ça. Et juste parce qu'il faut se plier, je pense, à ce chantage du gigantisme. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que depuis que j'entends parler les politiciens, on vous parle comme d'un destin. C'est un destin, il faut concentrer encore plus tout, les usines, les terres, et ça. Sinon, les géants, l'Amérique, la Chine, les géants vont venir nous bouffer et on doit être des géants nous-mêmes. Et non, vous avez pas cette impression? Et je trouve que Mais c'est vrai que c'est ce qui est absolument frappant dans cet ouvrage, hein, pour commencer à le décortiquer point par point. C'est que déjà, pour la parenthèse, on peut le lire également, hein, sur la note qui est faite sur votre site internet de présentation de l'ouvrage. Ce livre, pour continuer à vous faire saliver, hein, chers spectateurs, à vous donner envie de le découvrir, il avait été salué en 1940 par George Orwell lui-même. Donc, si vous voulez, en termes de talent de visionnaire, on peut faire confiance à Orwell. Je crois qu'on est pas trop mal. Et c'est vrai que cette notion de dépossession, elle est criante aujourd'hui. On le voit bien sûr sur l'aspect, comme vous le dites, patrimonial, c'est-à-dire que les gens détiennent de moins en moins de choses. Il suffit de voir l'évolution du marché immobilier ou l'accès à la propriété en France, hein, on parle essentiellement de la France, mais c'est le cas dans bien d'autres pays évidemment. L'accès à la propriété va devenir de plus en plus compliqué. On a confisqué, qu'on le veuille ou non, la santé des gens en période de Covid. C'est que toutes ces injonctions pour des injections finalement répondaient à des consignes données au niveau européen, appliquées assez aveuglément par les États de l'Union européenne. Et les gens le faisaient en se disant, bon, au moins, je pourrais aller au restaurant. Donc, on a été même dépossédé des réflexions sanitaires. Et quitte à tirer un petit peu plus la ficelle, aujourd'hui, on est même dépossédé de notre vie intime. Il suffit de voir, par exemple, quelqu'un qui se dit ouvertement homosexuel, que l'on va tout de suite rattacher à une cause LGBT qui n'a absolument rien à voir avec l'intimité des gens, où on est dans un projet politique que l'on peut voir d'ailleurs, auquel on peut voir se rattacher des entreprises qui, elles, ont des visées bien plus monétaires. Donc, ce qui est fou, c'est que cet ouvrage, il y a plus d'un siècle maintenant, met en avant, alors, sans parler effectivement de courant woke ou LGBT, après il y a la frontière du temps qui est passée, mais on voit ces notions-là qui sont parfaitement décortiquées avec une clairvoyance qui est même assez déstabilisante d'une certaine manière. Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le retraduire. Je l'ai retraduit personnellement, enfin, c'est moi qui me suis occupé du travail de traduction. On a un très bon typographe qui fait un très bon travail parce que j'ai appris l'existence de ce métier que je salue, Thomas Savary, je vais lui faire un peu de publicité, qui fait un travail extraordinaire pour la mise en page du texte et bon, la traque aux coquilles, il en reste toujours un petit peu, mais bon, j'espère qu'il a été assez propre. En tout cas, on essaie de faire de beaux livres, d'une part. Bon. Et puis, oui, c'est un livre actuel par sa clairvoyance, par sa lucidité, parce que c'est un livre, bon, finalement, il est philosophe, c'est-à-dire qu'il part de principes généraux. Il réfléchit, bon, écoutez, si on pose si on fait ci, si on fait ça, ça va donner ça, en fait. Et quelle que soit l'époque, en fait, ça peut paraître prophétique, mais en fait, tout simplement parce que les mêmes causes aboutissent au même résultat. Et donc, et c'est ça ce qu'il avait vu, c'est-à-dire qu'il avait vu, bon, avec pression, ce qu'il avait vu, c'est que le capitalisme était instable. En fait, il part du même constat un peu que Marx. C'est ça vous l'avez remarqué dans les notes, je fais toujours un parallèle un peu avec l'analyse marxienne pour donner aux lecteurs, pour qu'ils puissent s'appuyer. J'espère qu'on a des lecteurs aguerris qui
qui se disent, ah mais tiens, mais ça a déjà été fait par Marx. Mais justement, j'ai essayé de tenir la main du lecteur à chaque fois pour dire que oui, je sais que Marx a dit ça, et donc, mais quand même, regarde, l'originalité, elle est là. Parce qu'en fait, pour dire très simplement, le projet marxiste, c'est de dire, et ça a été fait d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire grosso modo, la propriété collective des moyens de production maintient le salariat de la grande masse en fait des gens. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme d'État, autrement dit, qui a été beaucoup moins efficace que le capitalisme réel et qui a maintenu concrètement les individus dans la servitude, une servitude d'ailleurs pire que celle qu'ils connaissaient dans le capitalisme, puisqu'ils avaient un livret de travail, qu'ils étaient véritables. Enfin, il y avait un vrai esclavagisme dans l'Union soviétique. C'est-à-dire, puisqu'il n'avait pas le choix il n'y avait pas d'autre employeur que l'État tout puissant. Et Belloc va dire, bah non, ça c'est pas la solution au problème. La solution au problème n'est pas c'est la petite propriété. En fait, au lieu de transférer des grands propriétaires capitalistes, de transférer tout ça aux représentants bienveillants du parti, il faut au contraire que chaque individu soit lui-même propriétaire de quelque chose, quitte à se réunir d'ailleurs en corporation. Enfin, il a pour modèle un petit peu ce qui s'est passé au Moyen-Âge, pour dire, bah non, on a déjà fait ça en Europe, en fait. Une société avec des petits propriétaires qui avaient des intérêts qu'ils combinaient très bien et avec lesquels, d'ailleurs, ils pouvaient aboutir à créer de grands ouvrages, comme les cathédrales, comme plein d'autres choses. On pouvait s'entendre tout en maintenant un statut de propriétaire, en fait. C'est ça toute l'idée. Et on pourrait, donc toute l'idée du distributisme, c'est qu'on pourrait revenir à une société avec une propriété élargie. Voilà. Et je trouve que ce qui est très intéressant, moi je serais ravi si ça passait dans le langage courant et que les gens adoptent cette idée et qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre avoir des prébendes de l'État et être propriétaire. Parce que ça, c'est la nuance très importante que va faire Belloc. C'est-à-dire, écoutez, le but, c'est pas le but n'est pas de mieux partager des ressources. Le but n'est pas de mieux partager les fruits du travail, comment dire, ou les bénéfices. Le but n'est pas là. Le but est de partager la capacité de produire de la richesse. C'est très important de comprendre cette nuance. Le projet distributiste, c'est pas le projet de mieux distribuer les bénéfices. D'accord? Le projet, c'est de mieux distribuer la capacité de produire des richesses. Ça, c'est très, très important de comprendre. C'est la vraie mutation qu'il propose. Il dit, c'est la seule solution si on veut éviter le gigantisme, si on veut éviter le pharaonisme, si on veut éviter la Chine, si on veut éviter, en fait, l'aliénation totale, en fait, et l'esclavagisme. La seule solution contre l'esclavagisme, c'est d'être capable de produire sa propre richesse tout seul. C'est la Suisse, en fait, et ça marche déjà, c'est la Suisse. Mmh. C'est-à-dire que quand on te dit, mais les petits se font bouffer, ben non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc, le chantage au gigantisme, il faut dire non. Il y a des exemples concrets que ça marche, que c'est pas vrai. Et puis, bon, donc, en tout cas, ce que j'aimerais, avec ce livre, en tout cas, ce que je souhaite, mon rêve serait que tout le monde comprenne la différence entre avoir plus d'alloc, plus d'argent, et la différence entre ça et avoir plus de capacité de créer des richesses soi-même, en fait. Mmh. Un bout de terre, être propriétaire au sens propriétaire des moyens de production, justement. Pas recevoir plus d'argent, en fait, d'accord, c'est ça. Mais ça dépend d'une volonté, en fait. Il faut que des individus veuillent devenir propriétaires. C'est pas clair. On parlait de renversement de valeurs et du dernier homme. Nietzsche est derrière, il a une surveille. Bah oui, le dernier homme qui a juste envie de rigoler et cligne de l'œil et qui dit j'ai inventé le bonheur. Oui, c'est-à-dire c'est le gars qui veut pas spécialement faire d'efforts. En effet, c'est l'homme le plus méprisable, non, qui veut pas se mépriser lui-même parce qu'il ne veut pas s'autodépasser. Donc en fait, il ne travaille pas, pour le dire très simplement. Il n'a pas spécialement envie de créer de la richesse. Il est content de ce qu'il a. Il a, dans une hébétude télévisuelle et puis dans une petite case, et
Et il est servile. Il est dans ça l'état servile. Voilà, l'état servile, c'est quand une majorité de gens, finalement, on les maintient, on les gave. Effectivement, on en empêche qu'ils se révoltent. Et ça, Belloc, il explique très bien que le capitalisme devra filer du fric, grosso modo. Le capitalisme va comprendre qu'il faut redistribuer un petit peu de richesse, mais surtout pas de propriété. Ça, c'est ça qui est important. Surtout pas de propriété. Il va distribuer de la richesse, en effet. Faut pas qu'il y ait des jacqueries, il faut pas que les gens s'énervent trop. Mais on va pas distribuer la propriété à proprement dite. Il faut distribuer de la richesse, oui. Il faut distribuer de la richesse pour pas que ça... Enfin, faut que ça reste... faut pas qu'il y ait trop de frottement, quoi. Mais en tant que qui décide de ce qu'on crée, de ce qu'on fait comme richesse, ça par contre, ça va être de plus en plus monopolistique. Mais il faudra faire bien gaffe à pas affamer le pauvre, quoi. C'est tout. Donc, mais sur ce point-là aussi, avant d'arriver sur on va dire le projet politique par caricature un petit peu, qu'on appelle le projet du World Economic Forum, Clochefab et tout ça, mais vous avez évoqué cette notion d'individu servile qui effectivement par des perfusions de divertissement, par des perfusions bien sûr financières, par ce type de perfusion, ne va jamais se lever, ne va même plus d'ailleurs lever la tête de son écran pour essayer de percevoir un petit peu mieux la réalité. Et aujourd'hui, ça aussi, ça devient une forme, il y a une forme de réalisation qui est assez sidérante. Benoît Hamon, dès 2017, parlait du revenu universel. C'est une question qui revient d'ailleurs tous les 6 mois dans les débats. On est en plein dedans. Le revenu universel qui semble très intéressant sur le papier où les gens vont se dire bah, c'est super, tout le monde est logé à la même enseigne et on a l'assurance d'un revenu, c'est finalement peut-être le dernier maillon de la chaîne qu'on peut mettre autour de ses poignets. Oui, parce qu'on accepte, enfin en tout cas social. Après peut-être à titre individuel, il y aurait peut-être je sais pas moi, des esprits contemplatifs, frugaux qui liraient de la poésie toute la journée et qui peut-être avec un revenu universel utiliseraient ça au sens du loisir à la romaine et peut-être que pourquoi pas, mais je pense que non, je pense qu'il y a tout le coût de l'aliénation pour dire de bof, enfin c'est tout le coût personnel qu'on va payer pour cet argent, pour ce revenu universel. C'est quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le prix, non, comme on dit. Donc je pense qu'il y a de ça. Quand c'est gratuit, c'est vous qui allez être le prix. Donc et puis je pense qu'il y a une vraie perte de dignité, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui vit uniquement de prébande, bah oui, c'est pas la même chose. Vous avez gagné votre pain, quoi. Vous avez créé vos vidéos, nos livres, etc. Vous avez fait votre produit, et puis bon, voilà, j'ai fait ça, je peux le refaire. T'es pas content, mais c'est cette indépendance du producteur qui lui permet d'avoir une dignité et une liberté concrète. Là, je reviens sur la liberté concrète, parce que quand on dépend des prébendes, des allocs, de quoi que ce soit, bah oui, on peut aussi on un clic, on vous les supprime, vous avez intérêt à fermer votre gueule. Faites gaffe à ce que vous dites. Hein. Donc, et ça, c'est prémonitoire. Il le dit d'ailleurs très bien, que les gens ont peur de leur patron, ils n'ont pas peur de l'État. Ça, c'est très bien. Enfin, je l'ai mis d'ailleurs sur le 4e de couve, cet extrait où il dit, en fait, de nos jours, on n'a pas besoin d'un État policier. Les gens ont juste peur d'être virés, et puis ils vont faire comme on leur dit, en fait. Parce et ça, c'est la servilité, en fait, de sens le plus propre. Bah oui, on n'a pas les capacités, finalement, de tenir ces positions. Et là encore, gloire aux Suisses qui y arrivent, justement. Comment ils y arrivent? Bah justement, parce qu'ils n'ont pas laissé à la fois ni le gigantisme, que ce soit étatique, ni le gigantisme économique, prendre le dessus sur la petite propriété. Mmh. Et c'est vrai que couplé à cette notion-là, alors bien évidemment, je le redis, on le redira à la fin de l'échange, chers spectateurs, surtout jetez-vous sur l'ouvrage dont on parle aujourd'hui. Là, on vous donne quelques ficelles, mais vraiment, c'est assez bluffant de voir à quel point il y a vraiment une clairvoyance dans ce texte-là. Mais vous parlez donc d'aliénation, de ces notions-là, et on a aussi cette notion de dépossession. Là, on arrive au World Economic Forum, comme on le disait par caricature, on dit que c'est ce projet-là, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mais aujourd'hui, dans les faits,
dans les faits, clairement, on y est. On voit, par exemple, pour rapprocher avec une actualité récente, mais qui va dans ce sens intellectuellement et économiquement, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron des véhicules électriques en leasing, où les gens dépensent quelque chose comme 100, je crois que c'est 100 euros par mois, les premiers véhicules électriques à 100 euros par mois. Alors, ça encourage l'écologie, c'est extraordinaire, mais ce modèle-là, finalement, de tout en location auprès de l'État ou auprès de grands propriétaires, c'est aussi un moyen de privation immédiat. C'est-à-dire que demain, vous ne faites pas ce qu'il faut. On parle souvent du crédit social à la chinoise comme si c'était une réalité qui était très éloignée de nous encore. Mais en un claquement de doigts, l'État peut vous priver de ces ressources-là. Et aujourd'hui, ces modèles-là qui semblent assez sexy sont en train de s'installer de manière inéluctable presque. Et on est vraiment là-dedans. C'est vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Oui, la deuxième partie du slogan, c'est pas clair, hein, mais Oui. vous posséderez rien, c'est plus clair. Vous serez heureux, ça c'est la carotte, c'est pas certain. Le fouet, il est là. Le fouet, la carotte, on verra. Mais d'abord le bâton. D'abord, vous ne posséderez rien, et puis vous serez heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est subjectif, tout ça. D'accord? Donc, oui, il y a cet aspect bien concret. Alors, je vous suivrai pas sur l'aspect forcément très écologique des voitures électriques. Oui, non, effectivement, c'est le discours qui est tenu. Oui, enfin, c'est ce qu'on nous font croire. Moi, j'ai regardé ça un petit peu parce que on peut pas être spécialiste de tout, mais quand on regarde ce que ça coûte de faire en fait, tous les matériaux rares qu'il faut faire, tous les métaux rares qu'il faut faire pour faire une batterie. Absolument. Moi, avec quelques notions de physique, j'ai pas l'impression, c'est la pire supercherie qu'on ait jamais vendue, quoi. Absolument, absolument d'accord. Mais pour donner un autre exemple, effectivement, comme ça, il y aura aucun flou là-dessus. Récemment, et j'étais vraiment très étonné. Je suis presque tombé de ma chaise. Pourtant, il en faut. Hein. Mais j'invite nos spectateurs à vérifier. C'est Carrefour qui a annoncé, donc les supermarchés Carrefour, qui ont annoncé la mise en place d'un abonnement mensuel pour obtenir des réductions sur les courses, des choses comme ça, couplé à Netflix. Alors là, vous prenez l'abonnement Carrefour et vous avez un abonnement Netflix à un prix défiant toute concurrence. Mais là encore, cette notion d'abonnement sur des voilà, faire ses courses avec son caddie, on n'aurait jamais pu penser que la notion d'abonnement puisse débarquer et on y vient. Mais pour l'instant, on n'est pas encore complètement dans le discours de Klaus Schwab, mais c'est l'idée même qui s'installe. Et c'est une fois que cette idée aura été assimilée que l'aliénation pourra vraiment se déployer dans toute sa grandeur. Oui, parce que ce qui passe à la trappe, c'est véritablement la capacité aussi de détourner l'usage d'un objet, d'accord? Si vous avez une voiture qui est à vous, vous pouvez la bricoler, faites quelque chose, elle est à vous, d'accord? Vous pouvez, si vous voulez la transformer en voiture bélier, on va dire, je sais pas, vous faites votre usage de votre voiture, c'est la vôtre, c'est l'essence de possession absolue d'une chose. À partir du moment où vous avez quelque chose qui est en location, oui, c'est certain que là, on vous prête l'usage vous n'avez pas la chose, vous pouvez pas en faire ce que vous voulez. Premièrement, on vous prive d'une créativité, non? Les enfants, à jouer, c'est explorer d'autres façons d'utiliser des choses qui sont déjà là. Et c'est pour ça qu'on regarde les enfants qui grandissent. Mais tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces objets-là quand nous, quelque part, on doit faire un effort pour leur trouver un autre usage. Et puis les enfants, spontanément, ils disent, mais je préfère ça avec ça au lieu de ce que vous faites vous d'habitude. Mais c'est pour dire que ce qui passe à la trappe, c'est que oui, c'est encore une fois la liberté concrète d'utiliser des choses qui sont là d'une autre manière et voire de les détruire aussi, parce que mais ça peut là où c'est déjà arrivé. Moi, je pense que vous avez passé par-dessus ça, mais moi j'ai connu l'époque où où Word était à moi, en fait. Où j'avais Word, où j'avais Acrobat. D'accord? Aujourd'hui, vous l'avez pas, Word, Acrobat. Tout ça, c'est déjà un abonnement. Ouais. Non, tous ces programmes-là que beaucoup de gens utilisent ce jour, maintenant, non, ils sont plus à eux. Ils ont une licence d'utilisation de quelque chose, mais qui n'est plus à eux. C'est un service qu'ils payent. Donc, c'est déjà arrivé. Moi, dans l'informatique, en tout cas. Donc, il y aura bien sûr tout ce qui est en libre accès et qu'on peut utiliser, bien sûr, sans abonnement. Mais dans les programmes que beaucoup de gens utilisent, il y a déjà des abonnements. Oui, c'est ça avance à petits pas parce que il y a... en tout cas, Belloc revient là-dessus, c'est que ça doit être une révolution morale. Là, c'est son aspect catholique
parce qu'on va pas le dissimuler, Belloc est un penseur catholique. Donc, et ça, l'état servile, je pense une partie de nos auditeurs peut-être s'intéressera à ça, parce que c'est un peu l'application ou la description en langage plus politique d'une encyclique, pour le coup, qui s'appelle Rerum Novarum, donc des choses nouvelles, qui était l'encyclique qui définissait la doctrine sociale de l'Église. D'accord ? Donc, la position, le distributisme ou le distributivisme ne vient pas quand même nulle part. C'est pas apparu comme ça de sport. Ça part d'une réflexion quand même des droits naturels de l'homme. C'est-à-dire, ça s'appuie sur la vision catholique que l'homme a des droits naturels et que la propriété est un droit naturel. D'accord ? Avant toute institution, la propriété est un droit naturel de l'homme et donc il faut maintenir ce droit naturel de l'homme, que les institutions politiques, elles existent pour garantir des droits naturels de l'homme, et la propriété en fait partie. Et la propriété, encore une fois, c'est cette capacité à créer sa propre richesse. Et donc Belloc vient de là, et ce qui est important, et là encore par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, il y a une chose que je trouve qu'aucun analyste n'a soulevé, mais quand on veut, un des enjeux de plein de luttes sociales du 19e, du début 20e, était ce qu'on appelait la réforme agraire. Alors, petit quart d'heure d'histoire, c'est que pendant des siècles, donc en Europe, surtout en Espagne, mais aussi en Amérique du Sud, mais pas en France, justement, pas tant en France que justement dans les pays de l'Est, aussi en Irlande, il y avait ce qu'on appelait d'immenses propriétés terriennes, en fait, qui étaient gérées par des métayers, et puis il y avait beaucoup de paysans pauvres, en fait, qui n'avaient pas de quoi parfois manger, etc. Donc, c'était ce qu'on appelle le système de latifundia, donc c'était ça. Et donc, des haciendas dans les pays d'Amérique du Sud. Et un enjeu des luttes sociales, c'était ce qu'on appelle la réforme agraire, c'est-à-dire de tailler ces grandes propriétés en petites propriétés qui allaient être, pour le coup, des moyens de production pour les petits producteurs et qui allaient leur permettre d'avoir une vie décente. C'est ça toute l'idée. Et ça, c'était un enjeu, que ce soit les pays de l'Est, que je connais un peu, donc ma Roumanie natale, ou que ce soit en Pologne, que ce soit en Espagne. La réforme agraire a été un enjeu de lutte très sanglante. Et là, on est en train de vivre une réforme agraire à l'envers. En fait, là, on est en train de rétablir. Mais non, mais la solution, c'est d'avoir de super grandes exploitations agricoles. Ah, vous avez rien compris depuis 2 siècles que vous allez faire des réformes agraires. Et personne ne se rend compte qu'en fait, elle est en train de faire une décolacisation, en fait. L'Union européenne fait une décolacisation. Elle est en train de vouloir refaire des grandes propriétés terriennes à la russe, pas dire à la soviétique, parce que les soviétiques ont repris la même chose, des grandes propriétés à la haciendas d'Amérique centrale, d'Amérique latine. Je veux dire, à Cuba, qu'est-ce qu'ils avaient fait les communistes? Ils avaient repris ces grandes plantations et ils les avaient juste gérées par l'État, d'accord? C'est-à-dire, ce système-là, il est en train d'être mis en place par l'Union européenne. En fait, on va juste, on va faire on va faire le processus inverse des réformes agraires. Et personne ne le remarque. Enfin, ça me frappe. Mais vous avez. Enfin, à mon avis, personne ne se souvient ce que c'est que les réformes agraires. Mais les réformes agraires, c'était ça, diviser les méga domaines. Alors, ça n'a pas concerné la France, parce que la France avait la chance d'avoir eu toujours une paysannerie justement libre et forte, et avec des domaines qu'elle gérait. Donc, voilà. Et qui d'ailleurs, à mon avis, est le ferment du goût pour la liberté en France. En fait, c'est quand même ça, c'est la paysannerie française, c'est l'esprit d'égalité, travailleur. C'est cette nation, justement, le peuple en armes, c'est le peuple de paysans en armes. Donc, c'est ça, mais de paysans libres, d'accord. Mais ça, c'est une spécificité française, de ne pas avoir eu de méga grands domaines avec un Hidalgo au-dessus mais c'était ça, il y avait la grande hacienda ou ce que vous avez en Angleterre, les cottages et puis les grands prairies avec les moutons, etc. Bon, donc et là, on va faire de la France ça, en fait. Oui. C'est ça ce qu'on fait.
Là encore, oui, il y a la résonance avec des projets dont on parle ces derniers temps, les fermes, la ferme à 1000 vaches, par exemple. Ce genre de choses, où effectivement, c'est la méga ferme, c'est la méga agriculture, et on va absolument en ce sens-là. Ouais, c'est assez sidérant, ouais, clairement. Clairement. Oui, et puis on se dit, ah ben, c'est le destin. C'est le destin. Voilà. Goliath, il doit gagner. David, David, non, les petits, forcément, il faut des Goliaths. Ah, je sais pas, moi, je suis élevé dans l'idée que les géants, c'est méchant. Bon, Non, mais oui, c'est vrai que ça a terrible, enfin, ça a énormément de sens parce que aujourd'hui, on le voit sur la crise des agriculteurs en France et ce qui se passe où les médias ont décidé que les principales revendications étaient liées, par exemple, au carburant agricole, étaient liées à ce genre de choses, alors qu'on passe un peu trop sous silence finalement le poids de l'agroalimentaire sur les exploitations, cet agroalimentaire qui vient serrer les prix de plus en plus, qui demande de plus en plus de rendement, de production, et le cœur du problème vient surtout là. Et les revendications sont surtout à ce moment-là, sauf que là, on toucherait au géant. Effectivement, le géant fait peur. Enfin, même au géant casino, sans mauvais jeu de mots, en plus, oui. oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, si je peux contribuer un petit peu à renouveler le débat d'idées, c'est ça le but. C'est qu'en fait, si on pouvait... Moi, je pense qu'il y a quand même une ligne politique qui se dessine. En fait, bon, le souverainisme, si on veut être souverain, quand on parle de souverainisme économique, bah, ok, on nous parle de réindustrialisation de la France, mais ça veut dire quoi? C'est la capacité de produire soi-même sa propre richesse. Mais ça veut dire la même chose à titre individuel. Si vous voulez être souverain, vous devez pouvoir produire votre propre richesse. C'est la même logique. Au niveau de l'État, au niveau de l'individu, bah oui, c'est exactement la même. C'est cette logique-là, c'est la seule qui peut contrer l'État servile. Si vous voulez pas être le serviteur de quelqu'un, eh bien, vous devez être votre propre patron, en fait. Et donc, si la France veut pas être justement uniquement un pays qui achète aux autres, bah, il faut qu'il produise lui-même. Donc, qu'elle produise elle-même. Donc, c'est la même logique. C'est-à-dire de celle d'une propriété distribuée, d'une capacité à créer de la richesse qui soit le plus également répartie. Bien sûr qu'il y aura toujours des fonctionnaires, bien sûr qu'il y aura toujours une armée, bien sûr qu'il y aura des gens qui feront tourner la machine. Mais Belloc, il met l'accent sur quelle est la part de gens qui vivent dans un état de salariés, en fait, et quelle est la part de gens qui produisent quand même eux-mêmes quelque chose. Et à partir de là, si tout le monde est employé, bah, et qu'il y a une part de gens qui possèdent tout, justement, et essayent de rendre, soi-disant, les autres heureux, là, on est dans un état servile. Même si j'en dirais, moi, je suis pas esclave. Oui, t'es pas esclave. Si tu refuses le truc, tu n'auras pas de quoi bouffer. Bon, bah, elle est où ta liberté concrète, quoi? T'as des droits formels, comme disait dans la fameuse distinction marxiste, pour le coup. Les droits formels et les droits réels. Bon. Voilà. C'est vrai que, cher Radou, il y aurait énormément de points qu'on pourrait aborder. Déjà, avant tout, un énorme merci pour toutes vos précisions. Et je renvoie bien sûr tous nos spectateurs vers vos ouvrages et le dernier en date dont on vient de parler, l'État servile. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Je voulais vous poser une dernière question pour tous nos spectateurs qui voudraient justement soutenir la démarche que vous portez avec Carmin Édition. Vous faites vous faites la rencontre entre le monde de l'édition et le financement participatif. On en a beaucoup parlé. Souvent, c'est pour des conneries, mais là, c'est chouette. Là, c'est intéressant. C'est pour des démarches qui ont du poids et qui ont de l'intérêt, comme vous venez nous le démontrer. Comment ça se passe, en fait? Voilà, comment vous faites pour le lancement d'un nouveau livre et pour permettre à nos spectateurs qui voudraient vous soutenir dans cette démarche-là? En tout cas, j'invite à ceux qui sont intéressés par l'ouvrage que nous venons d'éditer d'aller sur notre site, donc éditioncarmin.com, où vous pouvez le commander et on vous le livrera assez vite, bien sûr. Et puis, on a décidé on a tenté avec le premier, bien sûr, avec L'Homme du Ressentiment. Ah oui, d'ailleurs, en tout cas, vous pouvez trouver les 3 ouvrages, si vous voulez, sur notre site internet, que ce soit L'Homme du Ressentiment, Orthodoxie ou bien l'État servile. Et on avait commencé par L'Homme du Ressentiment, par une première campagne, oui, pour tester un petit peu. Bon, on a dit, et puis on a vu que on avait des lecteurs. On dit que les gens lisent pas, mais si, les gens lisent en fait. Mais je pense que là encore une fois, c'est une histoire de grandeur. En fait, dans l'industrie du livre, que je connais un petit peu, la part du lion, d'accord, elle est prise par les distributeurs et par les libraires. Moi, je dirais, les libraires, tant mieux, il faut
qui vivent aussi. Et, alors, ce qui fait que quand même pour le traducteur et l'éditeur, enfin, bien sûr, il faut enlever faire l'impression, il faut faire il y a une part extrêmement congrue qui reste. Et donc, c'est pas très rentable de faire des livres quand on doit passer par le circuit dit normal. Et c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu, enfin, d'une façon timide. On s'est dit, bon, on va limiter les coûts de la manière qu'on peut. Et on a commencé par cette campagne et on a vu que ça avait marché et ça a rendu le travail intéressant et rentable, oui, qu'on puisse un petit peu en vivre, pas faire ça uniquement pour l'amour de l'art. Bon, alors j'ai un peu passé l'âge de faire uniquement les choses par sacrifice, mais et du coup, on peut faire de bons livres, pas très souvent, mais on en fait, donc voilà, on peut en faire quelques-uns par an. Et, nos lecteurs, on a quand même, bon, vous pouvez l'attester, c'est pas juste du papier collé, hein, c'est un vrai livre, c'est-à-dire il y a énormément de travail et on peut rémunérer donc tout le monde correctement et donc parce que la communauté nous soutient, mais parce que on évite la grande distribution. On évite parce que finalement c'est la distribution et le libraire. Sur un livre que vous achetez chez un libraire, bah, l'auteur il va prendre 10%, donc au mieux, quand il prend pas 8%. Donc c'est vraiment ridicule. Alors que en fait, oui, la magie d'Internet, c'est que quand même, on peut proposer soi-même son propre livre. Ah non, je me souviens que vous-même, vous avez proposé, non, vous avez écrit un livre sur Amy Winehouse. Non, absolument, oui. Alors bon, plus modestement, là, sans aucune prétention par rapport au texte qu'on vient d'évoquer. Mais oui, effectivement. Alors j'étais passé par un circuit d'auto-édition parce que c'était vraiment un exercice d'écriture sur un sujet qui me tenait à cœur. Mais c'est vrai que on l'observe, un exemple tout à fait similaire, on l'observe avec les revues que Juste Milieu édite, à savoir Juste Mensuel et Le Banquet, où effectivement on n'est pas distribué en kiosque, mais je me suis renseigné de savoir combien ça coûte d'être dans les kiosques qu'on a tous autour de chez nous, les maisons de la presse, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Et avec en plus des espèces de règles où si vous voulez récupérer les invendus, il faut encore payer pour pas que ça parte à la destruction. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Et autant on pointe du doigt beaucoup d'errances liées aux nouvelles technologies, liées à Internet, mais autant il y a aussi des choses formidables qu'il faut souligner. Et le monde de l'édition le prouve, c'est qu'on a des circuits nouveaux qui se créent en dehors du sérail qui, la plupart du temps, est une énorme pompe à fric. Et si vous, effectivement, vous êtes un petit oisillon qui essaie de voler au milieu des aigles, c'est peine perdue. Donc, il y a vraiment des choses extraordinaires à faire et aller sur des circuits alternatifs et où les gens sont au rendez-vous. Je vous suis à 200% sur le fait que les gens lisent quand on ose leur proposer des contenus dignes de ce nom. Et effectivement, Juste Mensuel Le Banquet, aujourd'hui, on a plusieurs milliers de lecteurs et on est ravis de ce pari-là qui est fait et qui ressemble énormément à celui que vous faites. Oui. Oui, exactement. Nous, on a fait 3 campagnes. À chaque fois, on a un objectif de 500 préventes pour qu'on soit, voilà, dans nos frais. Donc, l'année qui vient de s'achever, on a fait 2 campagnes parce que Orthodoxie a été un sacré succès. Donc, à Orthodoxie, on a explosé les compteurs. On était je sais pas, à 220% en fait de la campagne. On a fait je sais pas, 1200 de prévente. Alors, il y avait là-dedans aussi des versions numériques et audio, parce qu'on fait aussi des versions numériques et audio. Et donc, comme on avait exposé les compteurs, du coup, on a fait l'état servile, parce qu'on s'est dit, bon, là, OK, on peut, et on a un trésor de guerre, et là, on arrive sur d'autres projets, parce que, bon, là aussi, on a fait 700 préventes avec l'état servile. Donc, on était ravis. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Puis là, comme il y a une fidélité. Au début, les gens disent, bon, vous faites un livre, bon, on va voir. Bon, déjà, le deuxième, ils voient que c'est sérieux. Le troisième, et chaque fois, et que la qualité, elle reste là, donc voilà, on ne baisse pas sur la qualité. Et là, on va proposer, vraisemblablement vers la fin mars, une nouvelle campagne. Alors là, pour le coup, on a mis la main à la poche. On a sorti plein d'argent pour acheter les droits d'un auteur contemporain. Et je pense que je peux le dire son nom. Ça s'appelle Theodor Dalrymple, qui est comment vous dire, qui parle c'est la suite de l'état-service. C'est la vie des bas-fonds dans l'Angleterre contemporaine qui est causée par la déresponsabilisation, la culture de l'excuse et l'assistanat. Pour vous dire très vite, voilà, ça parle de ça.
On essaye de sortir ces livres avant les européennes pour des raisons évidentes, parce que voilà, je pense que ce sont des livres qui peuvent intéresser les gens qui sont impliqués dans la campagne. Et donc voilà, on avance au coup par coup, on n'a pas trop de visibilité. Là, on a tout investi, on a tout réinvesti on a acheté des timbres. Voilà, on a acheté des timbres parce que les timbres ont pris 10% au 1er janvier. Oui. Donc on a acheté des timbres l'année. Enfin, vraiment, on est un peu à flux tendu parce que voilà, comme on fait les livraisons nous-mêmes, etc. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, mais avec de la vente directe, finalement, en quelque sorte. On arrive à pouvoir faire des choses de qualité et à se payer quand même, en tout cas, à se payer un petit peu les efforts, quoi. Mais pour qu'on se dise, oui, ça vaut la peine de continuer. Donc, en tout cas, je remercie tous ceux qui nous achèteront les livres, parce que je pense que, s'ils ont un intérêt, c'est pas de la mendicité. Je veux dire, on a fait un vrai travail. Je pense que ça peut répondre à certains de leurs interrogations. Mais on a réussi pour le moment, en tout cas, à trouver une façon de fonctionner qui est favorable pour tout le monde. Et notre communauté a grandi quand même. Voilà, elle est fidélisée. Il y a des gens qui, là, pour le 3e, ils nous ont dit, bon, vu ce que vous avez fait pour les 2 autres, j'achète les yeux fermés. Donc, vraiment, on est très content quand on a des retours comme ça, quand ils nous disent, bon, ok, ça veut dire que la qualité quand même, elle est visible et on va pas vendre un PDF de 20 pages, vas-y, parce que on est un YouTuber à succès ou je sais pas quoi. Donc, alors ça se passe, ok, bien sûr. Alors, pour le coup, pour la pub, c'est un peu Moss My Room avec sa chaîne beaucoup plus modeste que la vôtre qu'il en fait la publicité. Donc, et puis on a été un peu relayé par certains autres influenceurs qui parlent de livres, comme le Hussard, que je remercie, ou Maudin Malin aussi, qui ont parlé de nos ouvrages. Maudin Malin, notamment pour Orthodoxie, nous a fait une superbe vidéo parce qu'il avait adoré le livre. Enfin, c'est que des gens qui... j'adore, c'est que en fait, on est des petits producteurs, pour le coup, indépendants. On fonctionne à l'amitié. Ils ont aimé tel bouquin. Ils l'ont vraiment aimé et ils en ont parlé. Comme là, Rémi, vous venez parler parce que vous avez vraiment aimé le livre. Et puis ça se passe. Et puis c'est super de travailler avec des gens comme ça parce qu'en fait, voilà, on sait que c'est authentique et qu'on fait ce qu'on aime en même temps. Et donc, franchement, ça serait, je ferais ça tout le temps, à plein temps si je pouvais. Enfin, je fais presque à plein temps, mais en tout cas, c'est pas comment on fonctionne. Bien sûr que sans ces relais-là, peut-être uniquement avec la force de frappe de Moss, on n'en serait peut-être pas là. Il y a des gens quand même qui nous ont pas mal aidés. Encore une fois, le Hussard et Maudin Malin nous ont beaucoup aidés. Il y a eu un peu l'Incorrect, où j'avais écrit des articles qui aussi nous a aidés. Donc, il y a quelques influenceurs qui ont pu nous donner un coup de main. Et j'espère qu'ils nous continueront. Après, si le livre leur plaise pas, ils le feront pas. On a vraiment, nous, on ne considère pas qu'ils doivent forcément parler de ce que fait Carmin. Et je rêverais par exemple, d'éditer. Je pense à quelqu'un que vous avez invité, par exemple Marion Messina, dont j'ai lu les ouvrages. Et je me dis, quelqu'un comme elle, par exemple, elle peut-être que dans l'idéal, j'aimerais éditer des romanciers, des gens qui, parce que je sais que les romanciers, à mon avis, peinent, ils vont prendre 10% même chez Fayard, même chez un grand éditeur, ils vont prendre des cacahuètes, en fait. Mais en fait, s'ils ont 500 lecteurs, ils pourraient presque peut-être vivre toute une année avec un roman qu'ils font. Donc, oui, c'est parce que voilà. Et je pense que c'est l'avenir quand même. Mais comme dit, le futur est inéquitablement distribué. Je pense que petit à petit, après il y a des autres, il y a auteurs et auteurs. Moi, je pense qu'il y a des auteurs qui, ont pas envie de peut-être faire trop de promos, mais quand même les éditeurs, ils invitent, tu vas faire des promos. Mais pourquoi tu as besoin d'un éditeur pour faire de la promo? Vas-y, fais une chaîne YouTube, parle de tes romans, et puis le prochain, tu fais une campagne. Pourquoi si tu vois qu'il y a oui, ça c'est génial. Moi, je pense que vraiment pour les romanciers, surtout ceux qui ont déjà 3 ou 4 romans à leur actif, pourquoi ils ne font pas, ils pourraient s'adresser à nous, en quelque sorte. Nous, on pourrait peut-être faire ça derrière parce que nous, on a toute la logistique, mais s'ils ont déjà 3-4 romans à leur actif, il y a une communauté de lecteurs, déjà, c'est déjà sûr. Ouais. Donc, pourquoi ils passent par un éditeur? Autant ils font une campagne de prévente, il y a 0 risque.
si ils atteignent pas l'objectif, bah, ils font pas, enfin, c'est pas grave. Ça, mais je doute qu'ils ne l'atteignent pas. Enfin, en fait, 500 lecteurs, ils les trouvent. Ils peuvent déjà Oui. voir combien ils ont vendu par le circuit normal. Après, voilà, je pense que peut-être pour quelqu'un qui démarre, c'est dur. Je sais que par exemple, le Hussard, il a essayé de publier des auteurs, des premiers romanciers qui, c'est un peu dur. C'est dur mais des gens qui ont déjà une œuvre. Voilà, moi, des contacts avec certains écrivains. Bon, en tout cas, je rêverais de pouvoir faire ça voilà, aussi pour de la fiction, peut-être, dans un avenir proche. Mais je pense que ça pourrait parfaitement se faire, en fait. Et justement, un peu de lutter contre les géants. Parce que finalement, pourquoi ne pas récupérer ce que prennent tous les intermédiaires, en fait. Absolument, absolument. En tout cas, de jolies réflexions. On espère effectivement que tout ça va se développer, aboutir. J'en glisserai un mot bien volontiers à Marion Messina. Si Juste Milieu peut être un terrain de rencontre, avec grand plaisir. En tout cas, cher Radu Stoenescu, vraiment un grand merci pour tous ces échanges, toutes vos réponses. Un grand merci vraiment, et c'était un plaisir de vous recevoir sur Juste Milieu, je le redis, c'est ce livre, lien en description évidemment les amis, vous connaissez la démarche pour aller sur le site de Carmin Édition, retrouver tous les ouvrages, les 3 ouvrages que vous avez déjà édités, lien en description, c'est le plus important, et puis voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci Rémi. Merci à tous et chers spectateurs, vous le savez, on va se retrouver très bientôt sur Juste Milieu. En attendant, le rendez-vous est pris sur le site de Carmin Édition, ça fait plaisir. Quand on a des bouquins qui nous aèrent les neurones et qu'en plus c'est terriblement d'actualité, on va pas cracher dessus, merde. Voilà, c'est dit. Voilà, merci à tous les amis, on se retrouve très bientôt. Radu, encore merci, au revoir.